Christian Dior est aujourd'hui un nom internationalement célèbre. Une entreprise de plus de 230 boutiques dans le monde. Dior, ce n'est pas seulement la haute couture et le prêt-à-porter. C'est aussi les parfums, les accessoires et la joaillerie. Une vision globale de l'industrie du luxe. À l'origine de ce géant planétaire, un homme un peu timide, qui surgit en 1947, devenant immédiatement connu en redonnant une silhouette à la femme. Cette esthétique, ces codes sans cesse revisités, ces couleurs et motifs prennent leur source dans l'imagination et les souvenirs d'enfance d'un personnage qui est devenu l'un des plus grands couturiers de la planète. Pour trouver les secrets de l'inspiration du créateur, il faut se rendre à Granville au début du XXe siècle. C'est dans cette ville portuaire de Normandie que va se forger l'imaginaire du jeune Christian. Il y naît le 21 janvier 1905. C'est le deuxième des 5 enfants qu'aura Madeleine Dior avec son mari Maurice, un industriel qui possède des usines d'engrais à Granville. Granville, dont ma maison était distante d'1 kilomètre, était pendant 9 mois un petit port paisible, et les 3 mois d'été, un quartier élégant de Paris. L'arrivée du chemin de fer en 1870 va vraiment contribuer à faire de Granville une destination touristique. Et au début du XXe siècle, on est vraiment dans cette effervescence d'une station balnéaire comme d'autres stations balnéaires sur la côte normande, avec un certain nombre d'activités, de festivités qui se cristallisent autour du casino, en particulier le casino de Granville qui est toujours là, qui jouxte la promenade du Plagousset, qui est cette promenade en front de mer qu'aiment pratiquer les Granvillais et les Estivants. Donc Christian Dior va connaître effectivement cette effervescence, particulièrement pendant les mois d'été. Ça amusait beaucoup évidemment Christian Dior, si vous voulez, aussi de voir tout ça et de voir cette espèce d'apparition d'une élégance très 19e, avec des dames en grand chapeau et qui se promenaient pratiquement encore habillées, si je peux dire, sur la plage. Alors on se récrie et puis finalement on est très envieux de cette mode qu'on finit par essayer d'adopter ou d'imiter tout au moins. Mais effectivement les Parisiens insufflent un petit peu les dernières idées en vogue et à la mode. Dès l'enfance donc, le jeune Christian contemple les élégantes qui évoluent sur cette promenade longeant la falaise du bord de mer. Ces femmes parisiennes et touristes exhibant leur tenue à la mode sont peut-être dans les yeux de l'enfant l'annonce de ces défilés qui dévoileront les robes Dior des décennies plus tard. L'élément central de l'imaginaire du jeune Christian, c'est la maison familiale dont ses parents font l'acquisition sur les hauteurs de Granville. La maison de mon enfance. J'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je? Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et à son architecture. Les parents de Christian Dior, donc Madeleine et Maurice Dior, vont l'acheter précisément en 1905, l'année de sa naissance, mais s'y installeront quelques mois plus tard. En particulier pour y faire des travaux d'aménagement, pour que cette maison leur corresponde, leur convienne, et également commencer l'aménagement du jardin, avec des travaux relativement importants, puisque nous sommes ici sur un roc, il n'y a absolument pas de végétation, et ils vont faire venir énormément de terre pour pouvoir effectivement aménager ce jardin et faire pousser des arbres, des fleurs, auxquelles Madeleine Dior est très attachée. Madeleine Dior est sans doute une femme qui, au-delà de cette élégance, a le goût des belles choses. Pas forcément un goût affirmé pour un style particulier ou pour une modernité particulière. Et Christian Dior, à ses côtés, va sans doute commencer à se forger un peu le goût, justement, pour un certain art de vivre, pour une certaine élégance. Il va sans doute vraisemblablement contribuer très largement à l'aménagement de cette maison et de ce jardin aux côtés de sa maman.
C'était peut-être une façon pour lui aussi de conquérir non seulement l'attention, mais une affection particulière que sa mère a eue pour lui, parce qu'il était certainement beaucoup plus charmant que ses frères et sœurs. Il avait d'ailleurs déjà physiquement, par rapport à l'aîné Maurice et par rapport au second frère Bernard, qui était plutôt des bons vivants normands un peu corpulents, lui avait un visage fin, forme d'amande, avec les yeux très vifs, et un corps un petit peu plus gracile, si vous voulez, que celui de ses frères et sœurs. Cette maison est tournée vers son jardin, cette pièce très importante qui est le jardin d'hiver, un entre-deux entre l'extérieur et l'intérieur, a été une pièce très importante qui leur tient à cœur sans doute à Madeleine Dior et à Christian Dior, puisqu'elle permet d'embrasser la vue sur le jardin, de voir même la mer un petit peu au loin, tout en étant protégée dans cette Normandie un peu soumise aux intempéries, précisément de la pluie, du vent, de conditions météorologiques un petit peu capricieuses. Et chaque amour est un retour au paradis perdu. Et alors Christian Dior, il était plus rapide qu'elle, enfin il courait au-devant quand les catalogues de Vilmorin arrivaient, c'était tout juste, il ne les avait pas lus avant sa mère. En petit garçon savant, il avait appris tous les noms de fleurs, de plantes. Ces fleurs, ce jardin, ces catalogues de plantes, ces souvenirs du jeune Christian nourriront plus tard le langage du couturier dans toutes ses créations. Il y a tout ce vocabulaire qu'on va retrouver sur les robes Vilmorin, les robes Marguerite, les broderies faites sur mesure par la maison Rébé, pour lui, pour évoquer justement cette beauté, mais qui a aussi bien évidemment la fragilité que ça apporte. Ces fleurs, dont Christian Dior parsèmera ses créations, deviendront l'un des codes esthétiques de la maison. Les successeurs du couturier vont tous réinterpréter les motifs du jardin d'enfance du jeune Christian. Nous sommes en 1911. Christian Dior a 6 ans. Première rupture avec le paradis de sa petite enfance. Il va quitter le doux cocon de verdure et de fleurs qui l'entourait jusqu'ici. Les Dior vont changer de résidence principale et déménager dans le 16e arrondissement de la capitale. La maison de Granville sera désormais réservée aux moments privilégiés des vacances pendant les 3 mois d'été. Christian Dior est très attaché à cette maison qui a été celle où il a véritablement fait ses premiers pas, y compris dans ce jardin. Cette enfance très protégée, très choyée, très heureuse au milieu de ses frères et sœurs. Et on devine effectivement cette agitation, cette excitation de venir passer l'été à Granville. Toute la jeunesse de Dior se passe pendant la période d'ascension sociale de son père Maurice Dior, qui était une des sommités, si on peut dire, de la région. Un monsieur qui avait une usine d'engrais, qui est devenu un groupe chimique assez important. Les usines sont alimentées en permanence par des cargos qui amènent du guano, du Pérou et du Chili. Donc il baigne finalement dans cet environnement un petit peu international. Il a les yeux rivés vers le grand large en permanence toute sa petite enfance.
Granville était connu pour son carnaval, parce qu'à l'époque, encore au début du siècle, c'était le plus grand port de pêche de France, et c'est là où les familles de marins savaient qu'elles allaient être séparées de leurs hommes pendant 6 mois de l'année. Ils partaient à la pêche à la morue du côté du Canada, enfin très très loin. Donc évidemment, il fallait se défouler ou peut-être oublier tout avant de partir, et d'où l'institution du carnaval, qui était l'occasion pour les enfants de s'amuser et de descendre dans la rue. Et donc Christian Dior déjà avait montré qu'il avait un petit don très précoce. Et il dessinait évidemment les costumes de ses sœurs, de ses frères et de ses amis, et on s'amusait beaucoup, et voilà. Et cette période-là était une période justement de joie. C'est d'ailleurs lors d'une kermesse déguisée que le jeune Christian Dior fait une rencontre déterminante. Pour le récompenser d'avoir vendu ses fétiches pendant la fête foraine, une voyante lui lit les lignes de la main. Sur l'instant, je n'attachais que peu d'importance à sa prédiction. Vous vous trouverez sans argent, mais les femmes vous seront bénéfiques, et c'est par elles que vous réussirez. Vous en tirerez de gros profits et vous serez obligé de faire de nombreuses traversées. Cette superstition le structurera tout au long de son existence. On retrouvera son amour des prédictions et des porte-bonheur dans nombre de créations du couturier. Je serais bien ingrat, surtout bien inexact, si je n'inscrivais en capitale le mot hasard au début de mon aventure. Celle-ci, ayant été heureuse, m'amène à proclamer ma fidélité aux diseuses de bonne aventure. Si le jeune Christian Dior est très proche de sa mère, ses rapports avec son père sont plus ambigus. C'est à l'adolescence que les choses se compliquent avec la figure paternelle. Les relations avec son père sont paradoxales, parce que d'abord, elles sont déjà très marquées par le comportement des générations bourgeoises à cette époque-là. Les enfants ne parlaient pas à table, les parents s'efforçaient de ne pas montrer des manifestations trop affectueuses vis-à-vis de leurs enfants, parce que de les embrasser et de jouer avec eux, on considérait à l'époque que ça pouvait, si vous voulez, affaiblir la virilité de leur caractère. Et donc le personnage de Maurice Dior, pour les enfants et pour Christian Dior, pouvait apparaître assez froid, mais il est vrai qu'il y a eu sûrement beaucoup d'admiration pour son père et pour sa réussite. Et son père, comme tous les pères, avait l'intention que l'un de ses fils reprenne la suite des affaires Dior. Et Christian Dior s'est dit non, 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 c'est pas du tout pour moi. Il a vu dès le départ que ça lui plairait pas. Christian Dior voulait être architecte quand il était adolescent, et donc visiblement, il a un peu fait ses gammes en contribuant au dessin de ce bassin, de la pergola qui le jouxte, avec effectivement ce souci de simplicité et de construction, que l'on va retrouver à l'œuvre en couture, et précisément auquel il fera référence. Il dira qu'il était un architecte en robe. Il ne pourra pas réaliser ses rêves d'architecture. En 1923, Christian Dior a 18 ans. Et vient justement le moment du choix de ses études. Quand il a annoncé à ses parents qu'il voulait être architecte, ça a été un non absolument catégorique, et ils n'ont eu de cesse de le convaincre de faire quelque chose de beaucoup plus respectable à leurs yeux, et qui était de le faire entrer dans la diplomatie, et puis de dire, en attendant qu'il change d'avis, on va essayer de le mettre à Sciences Po. Et il est donc entré à Sciences Po, où il n'a rien fait du tout pendant 3 ans. Il a eu un mode de vie assez privilégié jusqu'aux années 30. Enfin, c'était quelqu'un qui jouissait d'une fortune personnelle, qui était un peu dilettante. Et là, il est allé dans un milieu, mais alors à 360 degrés à l'opposé de ses parents. Un milieu d'artistes, vous imaginez, avec des gens aussi anticonventionnels que Max Jacob, qui tenait une sorte d'atelier théâtre un peu fou à Montmartre, avec Jean Cocteau, avec les amis de Jean Cocteau, Jean Marais. Il aimait vraiment l'art. Et c'était quelqu'un qui sortait, qui aimait les balles, qui aimait les fêtes, qui faisait partie de ce tout Paris, de cette Café Society. C'est au sein de ce groupe d'amis, dans ce Paris en fête, que Christian Dior vit une homosexualité discrète et qu'il affirme son goût pour les artistes et la création.
À ce moment-là, il a dit non, je ne veux pas continuer, je veux véritablement à ce moment-là ouvrir une galerie. Alors les parents ont poussé des hauts cris parce qu'une galerie, c'était des bourgeois, ils étaient sophistiqués, mais pas, si vous voulez, au point de faire partie d'un milieu artistique eux-mêmes ou de s'intéresser véritablement à constituer une collection. Mais surtout, ils ont dit, mais il ne va pas y avoir le nom de Dior sur la façade, ça serait absolument une honte pour toute la famille. Cette galerie se nommera donc Galerie Jacques Bonjean, du nom de l'associé de Christian Dior. Rue La Boétie, au fond d'une impasse à Paris, on y verra les tableaux d'artistes célèbres ou amenés à le devenir. Christian Bérard, Pablo Picasso, Paul Strecker, Paul Klee, Miro, Giacometti ou encore Salvador Dali. En 1931, la crise qui vient des États-Unis arrive en France. C'est l'année noire pour Christian Dior et sa famille. Il a 26 ans et plusieurs événements douloureux vont se conjuguer. Cette activité de galeriste va être mise à mal, ruinée tout simplement par la crise de 29, tout comme l'activité industrielle tout simplement. Et les Dior vont être contraints de vendre cette maison au début des années 30. Et donc ce sera le point final pour Christian Dior avec cette vie grandvillaise, puisque très vraisemblablement, c'est même quasi certain, il ne remettra pas les pieds à Granville. Au mois de mai 1931, Madeleine Dior meurt à 51 ans d'une septicémie. C'est une perte irréparable pour Christian Dior. La mort de sa mère, qu'il adorait, le marque pour toujours. Entre Madeleine et la maison de Granville qui disparaissent de son univers, c'est toute son enfance qui s'arrête brutalement et dont il gardera la nostalgie tout le reste de sa vie. En 1935, Christian Dior a 30 ans et fait ses débuts dans le monde de la mode. Par le biais de ses amitiés dans le milieu artistique, il commence à vendre des dessins pour les grandes maisons de couture de l'époque, dont celle de Robert Piguet, surnommé le prince de la mode. C'était un dessinateur assez prodigieux. Il a commencé en fait par vendre des dessins de silhouettes. C'est comme ça que fonctionnaient les maisons de couture aussi. Elles achetaient des modèles à des dessinateurs de mode et elles constituaient leur collection un peu de bric-et-broc en fait. Puis les ateliers faisaient la liaison entre tous. C'est la main d'une maison qui donnait son style à la maison. Et chez Piguet et chez Lelon, il apprend son métier. Il voit comment sont constitués les modèles. Ce goût tardif pour la mode prend probablement sa source dans la fascination de Christian Dior enfant pour l'une des pièces de la maison de Granville. On se souvient aussi de son attachement tout particulier pour le deuxième étage de la maison, celui où officient les couturières à la journée. Il aime bien être au milieu de ces tissus et plus qu'aux étages parentaux, il aime bien traîner auprès des couturières. Donc voilà, prémonition peut-être pour sa future activité. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la... L'endroit que je préférais, était-ce prédestination, c'était la lingerie. Les femmes de chambre, les couturières à la journée, m'y racontaient des histoires de diables, chantaient l'hirondelle des faubourgs ou la berceuse de Josselin. Je m'attardais, regardant les femmes manier l'aiguille autour de la lampe à pétrole. On l'appelle l'hirondelle du faubourg. Ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. En 1940, Christian Dior est appelé sous les drapeaux puis démobilisé après l'armistice. Il a 35 ans. En 1941, il entre chez un autre couturier célèbre comme modéliste. Il dessinait pour la maison Lelon, où il rencontre Pierre Balmain. Et c'est là où, d'un seul coup, il se dit « Tiens, peut-être moi aussi je pourrais ouvrir ma maison un jour ». Mais ça ne vient pas du tout de lui. Balmain va quitter Lelon en 1945. Ça commence à faire un peu chemin. Ses amis, qui sont des amis du monde, enfin, du beau monde parisien, ont fait en sorte de lui faire rencontrer Marcel Boussac, qui, lui, voulait avoir une vitrine de luxe. Il avait des chevaux de course. C'était un énorme industriel. Donc, quand il rencontre Christian Dior, il lui propose
une ancienne maison dont il faudrait redorer le blason, qui était tombée un peu en sommeil. Christian Dior a 42 ans. Il hésite beaucoup à accepter la proposition de Marcel Boussac. Se remémorant sa première consultation chez la chiromancienne de son enfance, il consulte une voyante pour l'aider à prendre sa décision. Acceptez, m'ordonna-t-elle, acceptez. Vous devez créer la maison Christian Dior. Tout ce qu'on pourra vous offrir plus tard ne se compare pas à la chance d'aujourd'hui. Devant M. Marcel Boussac, à qui appartient cette maison, d'un seul coup, il lui dit « Mais enfin, je ne veux pas dessiner pour quelqu'un d'autre, je veux dessiner sous mon nom, Christian Dior. » Lorsqu'au printemps de 1947, Christian Dior lança la mode Corolle, baptisée depuis New Look par l'Amérique, on parla de coup de foudre, de coup d'État, de révolution. Révolution? Non. Simple retour à la norme, au bon sens. Désir de voir les femmes faire peau neuve, retrouver une silhouette vraiment féminine. Et c'est ainsi que grâce à Christian Dior, la jupe s'allonge, la taille s'affine, le buste se précise. Carmel Snow, la journaliste de mode américaine la plus influente du monde, est présente lors du défilé du 12 février 1947. Carmel Snow baptise cette collection My Dear Christian, it's such a new look. Ce new look qui va faire le tour du monde immédiatement. Ça va se répandre comme une traînée de poudre en fait. Ça va aller très très vite. On va savoir qu'il y a à Paris quelque chose qui s'est passé et que de nouveau le centre de gravité de l'élégance se situe à Paris. Le new look a été une véritable bombe. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de la mode d'une maison inconnue un jour qui est devenue le lendemain du défilé connu et reconnu dans le monde entier. Le modèle emblématique de cette collection Corolle, qui révolutionne la mode, c'est le tailleur bar. Cette collection est surtout féminine. La femme fleur, cette femme qu'on cherchait pendant toute la guerre est de retour. Cette femme à la fois bourgeoise, mais surtout épanouie. Et c'est ça qu'il propose avec sa première collection, la collection Corolle, qui va faire le tour du monde. Le New Look a suscité une sorte d'explosion, si vous voulez, de couleurs et de retour aux femmes à l'envie de s'habiller, pas seulement une catégorie à laquelle ils pensaient qu'elles se destinaient et qui étaient les femmes privilégiées du monde entier. Dans Paris, grâce à, au fond, l'aspect visuel, si vous voulez, de Christian Dior, ça a été tout de suite capté. Les rues de Paris se sont couvertes, si vous voulez, de femmes qui avaient des tailles serrées, des jupes qui s'étendaient comme des volants et qui virevoltaient quand on traversait. Ce qui est paradoxal avec son New Look, c'est que c'est tout sauf du New Look. Son inspiration, elle vient de son enfance, de l'élégance de sa mère, des contemporaines de sa mère, avec ses grands chapeaux, ses robes magnifiques. Il a vu sa mère à la belle époque, le moment où la femme était à la fois fragile et surtout mise en valeur, avec la fleur qui était au centre de toute préoccupation esthétique et décorative. Et donc, ça faisait tout simplement partie de son ADN familial. Et donc, c'est ça qu'il a raconté. C'était l'histoire qu'il connaissait déjà. Et c'était le moment absolument parfait. La mode, c'est toujours une question de timing. Nous sortions d'une époque de guerre, d'uniformes, de femmes soldats aux carrures de boxeurs. Je dessinais des femmes fleurs, épaules douces, buste épanoui, taille fine comme liane et jupons larges comme corolle. Tout d'un coup, avec ce premier défilé, on voit des choses qu'on n'avait plus vues depuis des années, puisque la guerre était passée par là et qu'il y avait toute une pénurie qui s'était installée. Il ne faut pas l'oublier, les femmes ne peuvent pas acheter les coupons de tissu dont elles ont besoin pour s'habiller. Elles ont des tickets pour s'habiller, des tickets de chaussures. Tout est rationné. On est passé d'une robe pour laquelle on pouvait utiliser seulement 1,5 mètre de tissu à des robes qui avaient 10, 15, 20 mètres de tissu. C'était un luxe absolument extraordinaire. Et tout le monde a été séduit.
Il restaure l'image de ce que peut être une femme dans toute sa beauté. Il en fait une idole avec beaucoup de tissus, avec des robes somptueuses, avec des robes qui sont contraignantes pour le corps, qui sont parfois lourdes à porter, mais qui ont un style, qui ont du chien, qui ont une ligne. Il redonne l'envie du rêve, il refait rêver les femmes. Entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, au pied de la colline de Chaillot, l'avenue Montaigne, naguère si paisible, est aujourd'hui sillonnée de voitures de toute provenance qui déposent sous ses ombrages les élégantes du monde entier. Elles viennent confier le soin de les parer à celui en qui elles ont trouvé leur allié le plus précieux. L'homme dont le nom, pour elles, comme pour la duchesse de Windsor, évoque tous les prestiges de la haute couture française. Christian Dior. Dior est dans le respect d'une tradition de la couture, c'est-à-dire des vêtements qui sont très élaborés, des vêtements qui vont structurer le corps, dans lesquels on va rentrer et on va être entièrement façonné. Quand vous prenez une veste de Dior, bon, je pense à la plus célèbre d'entre elles, la veste du tailleur Barre, quand vous la posez sur une table, la silhouette est déjà dessinée. C'est-à-dire que les épaules sont amenuisées, la poitrine est soulignée, il y a tout un jeu de pince qui va creuser la taille et les hanches vont être extrêmement arrondies par des basques rembourrées. C'est extrêmement sophistiqué comme manière de travailler le vêtement. Il y avait aussi une subtilité dans son travail, c'est notamment une robe du soir était une robe dans laquelle une femme pouvait rentrer sans rien, avec sa petite culotte et son porte-jartel, c'est tout. Tout était à l'intérieur de la robe. Il y avait déjà tout un ensemble de corsetterie à l'intérieur. Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. C'est armé d'un crayon que Dior précise les thèmes essentiels de sa collection, thèmes qui serviront de base à des variations infinies. Il est ensuite confié à l'atelier où l'on en reporte les proportions sur une toile. On procède à l'opération délicate de la coupe. On assemble les panneaux du motif principal. On les met en place sur un mannequin de bois dont les formes ont été complètement remodelées par Dior. Il y a une anecdote amusante avec le mannequin de couturière, pas le mannequin de femme, qui n'est pas à ses dimensions et qui m'attraque à coups de marteau pour lui donner la forme de ses robes. Il a des côtés à la fois, je dis, très, très timides et très audacieux certains moments. Et voici le modèle enfin réalisé, en drap noir, rehaussé de gros grains. Il est baptisé Dandy. Autre audace créative qui remonte aux senteurs de son enfance, dans le jardin de Granville, le couturier sera aussi parfumeur. Le parfum, c'est le complément indispensable de la personnalité féminine. C'est la finishing touch d'une robe. Il va avoir le souci de développer, dès 1947, les parfums Christian Dior. Le premier parfum, qui est devenu aujourd'hui un parfum mythique, est Miss Dior. Et ensuite, de créer d'autres parfums qui vont suivre et qui seront des succès, qui seront dans l'esprit de certaines femmes aujourd'hui, le parfum parfois même de leur vie. Il a été un des premiers, enfin le seul d'ailleurs, couturier à lancer quasiment en même temps sa ligne de haute couture et ses parfums. Ça, les autres avaient attendu quelques années que leur société fonctionne. Lorsque le fondateur de la maison de couture pense à ce point à la finishing touch de ses robes en incluant le parfum, c'est le terreau de notre travail. Bien évidemment, nous, parfumeurs, nous habillons en quelque sorte les femmes, mais on les habille d'un voile qui est sûrement invisible, mais qui n'en est pas moins très présent. Quand il a créé la maison Dior et qu'il a fallu donc engager du personnel, il a fait appel à des grands Villets. Alors parmi les grands Villets, l'un de ses amis d'enfance était Serge Effler-Louis. Il a parlé à mon père qui voyait très régulièrement et le parfum Miss Dior s'est fait, je dois dire, très très rapidement parce qu'il est sorti en même temps que la collection. Il voulait au fond un parfum qui casse les codes de la parfumerie féminine de l'époque.
c'est-à-dire que les parfums étaient très poudrés pour des femmes qui allaient l'après-midi jouer au bridge, se changer, sortir le soir, se changer à nouveau. Enfin, une vie de femme très gâtée au fond. Et il s'est dit, il faut un parfum qu'une femme puisse porter en plein air. Et ce parfum est né chypré. Les éléments essentiels pour avoir un chypre, c'est d'abord un départ. Le départ est assuré par la bergamote. Ensuite, ce sont les notes florales, en simplifiant l'extrême. Le jasmin, la rose, et aussi, et j'allais dire même surtout, le patchouli, le cœur du Chypre. Ça comme caractéristique de lier toutes les odeurs entre elles. Et un vrai chypre ne peut pas exister sans mousse. Et pour un chypre, c'est plutôt de la mousse de chêne. Voilà. Comme ça, vous avez l'accord chypré. L'originalité de Christian Dior est d'associer à un côté opulent et un peu lourd des parfums chyprés de l'époque une note vive et fraîche. Il a rajouté du galbanum, une résine qui a un côté extrêmement vert et très amer. Il y a eu beaucoup d'essais, mais on arrivait difficilement à incorporer la note verte qui, chaque fois, soit ressortait ou soit était complètement étouffée. Et en fait, la juste proportion, eh bien, c'est dans Miss Dior. Ouais. Je souhaitais créer Miss Dior pour voir surgir une à une toutes mes robes du flacon et habiller les femmes d'un sillage de désir. Tout ce qui était emballage, ça l'amusait énormément. La couleur de Dior, c'était le gris néo-Louis XVI, très reconnu. Je crois que des peintures maintenant appellent ça le gris Dior. Et chaque parfum était emballé dans un papier mat, gris, écrit en or. Ce fameux gris Dior qui est un petit peu légendaire, mais qui est vraisemblablement ce gris changeant des cieux Granvillais. Et puis ce gris dont sont faites une grande partie des maisons, donc à commencer par le soubassement de cette maison elle-même de Granville. Et le gris, en fait, c'est cette pierre de Chauzet, puisqu'en fait, les îles Chauzet ont longtemps eu des carrières d'extraction de pierre, dont on a fait beaucoup de maisons par ici, avec ce gris un petit peu austère, hein, ce granit, qui va devenir pour Christian Dior une de ses couleurs fétiches. Ce gris si particulier. Tout comme les autres références venues de l'enfance, le couturier va le décliner dans toutes les nuances. Il va devenir l'un des codes de la marque que chaque créateur travaillant pour la maison Dior interprétera avec son style propre. Quand on est sur la terrasse des Dior, la terrasse qui surplombe la mer, on a effectivement cette vue avec l'archipel des îles Chauzet à gauche, parfois Jersey en face de nous, selon certaines météos. Ces pins, dont certains sont sûrement plus âgés que n'aurait été Christian Dior aujourd'hui. Et en même temps, il y a ce ciel qui peut être très bleu, mais qui est aussi très changeant et plus souvent gris, avec des tas de nuances de gris. Mais également la mer qui part très loin, qui revient très près. Nous avons les plus grandes marées d'Europe, ici dans la baie du Mont-Saint-Michel. Mais ça aussi, ça fluctue selon les jours, selon les saisons. J'ai conservé la nostalgie des nuits de tempête, de la corne de brume, du glas des enterrements et du crachin normand au milieu desquels s'est passée mon enfance. Pour un enfant très contemplatif comme l'était Christian Dior, on peut imaginer ce côté très inspirant de ce paysage qui est à la fois le même, avec cette dimension très rassurante de ce paysage immuable, et en même temps ce changement permanent.
On est vraiment, si vous voulez, dans les nuances qui sont tous les changements des couleurs du ciel. Et ça, c'est quelque chose qu'il a appris, qui lui a fait aussi aimer la peinture, qui lui a fait aussi aimer les tableaux détrempés de Boudin, de Pissarro. Puis la seconde couleur, c'est le rose, ce rose qu'il va aussi régulièrement utiliser en couture, qui est le rose de la fleur, bien sûr, que l'on retrouve dans son jardin. Et puis c'est le rose de la maison, cette maison crépit d'un rose très doux qu'il a connu, qu'il a eu sous les yeux, couleur assez originale. Et effectivement, ces deux couleurs vont être un peu des couleurs fondamentales pour Christian Dior en couture. Le projet modeste de petite maison de couture, du Christian Dior timide, qui n'aurait jamais osé ouvrir une boutique du vivant de sa mère, va très vite devenir une entreprise gigantesque. La maison a ouvert dans le petit hôtel particulier du 30 avenue Montaigne. 5 ans plus tard, il y avait 5 immeubles qui avaient été occupés et envahis par le développement de la maison. Quand la maison a ouvert, il y avait 3 ateliers en 1947. En 1954, il y en avait 28. Quand la maison a ouvert, il y avait donc 85 employés. 5 ans plus tard, il y en avait plus de 1000. Toujours en 1947, Christian Dior est invité aux États-Unis pour recevoir un Oscar de la mode. Il visite 7 villes, en commençant par New York, et se rend compte immédiatement que la haute couture qu'il est en train de vendre avec un succès inouï à Paris ne répond pas exactement aux besoins de la femme américaine. Il est revenu avec une conviction qui probablement on peut l'attribuer à celui de quelqu'un qui a vécu dans un milieu d'affaires et s'est dit nous allons créer Christian Dior aux États-Unis, nous allons implanter Christian Dior aux États-Unis. Et il a eu cette phrase qui est extraordinaire, nous ne vendons pas des produits, nous vendons des idées, nous vendons une culture. Et il décide d'ouvrir dans les mois qui suivent, dès l'année 48, une filiale à New York, sur la 5e avenue, une déclinaison qui va être une sorte de prêt-à-porter haut de gamme, qui va être vendue à des clients américains qui ont des magasins, et également une clientèle particulière qui va s'habiller sur mesure. El gusto del moderno arte decorativo francés se muestra plenamente en las exhibiciones de la boutique Dior de la firma Christian Dior. Ça va être, dans les années 50, 51 et 52, une explosion de salons Dior dans différents pays. Au Mexique, au Chili, au Venezuela, en Australie, en Angleterre. Ceci se fait en parallèle d'une autre constatation de Christian Dior qui est de dire qu'il faut développer également les accessoires. Les bas, les collants, la maroquinerie, les sacs, les souliers, les lunettes, les foulards, les bijoux. Cette conception d'une entreprise internationale et globale du luxe, qui est aujourd'hui la norme dans la haute couture, Christian Dior est le premier à la définir. Ce créateur se double d'un homme qui a le souci de la réussite véritablement commerciale de sa maison. Peut-être l'a-t-il un petit peu dans les gènes, puisque s'il n'a pas voulu embrasser l'activité industrielle de son père, il a peut-être hérité de cet esprit d'entreprise, effectivement. Ce qui est étonnant, c'est aussi son parcours et ses collaborations avec à la fois les actrices, les grandes vedettes de cinéma, à la fois hollywoodiennes, mais aussi en France et en Italie. Monsieur Dior a tout de suite, dès le début, été courtisé, si on peut dire, par les grandes stars du cinéma pour être habillé à la ville et à l'écran. Quelquefois, ce sont les actrices elles-mêmes qui imposaient aux metteurs en scène d'avoir une garde-robe Dior. Marlène Dietrich, un jour, pour Le Grand Alibi, le film très célèbre d'Hitchcock, a dit « No Dior, no Dietrich ».
C'était un homme merveilleux parce qu'il aimait les femmes alors qu'il était homosexuel. Mais il savait les aimer quand même. Il y a une photo où il regarde Rita Hayworth vraiment avec délice. Il a cette image très valorisante des femmes, très vraisemblablement et intimement liée au souvenir de sa mère, donc des personnalités très fortes. Et il va effectivement s'environner de femmes qui complètent sans doute son tempérament plutôt réservé et s'environner de femmes qui sont plutôt soit extraverties ou en tout cas qui affirment peut-être plus fortement que lui une personnalité très forte. Et puis il va être aussi fidèle à certaines personnes, puisqu'il va embaucher dans sa maison de couture, la maison Dior, à partir de 1946, Suzanne Lulling, qui est grand-villaise, qui s'occupera des relations publiques et qui sera l'une des 4 fortes personnalités féminines qui entourent Christian Dior dans la direction de cette maison. Dans le choix des mannequins aussi, on sent qu'il est attaché non seulement à un physique, mais aussi à des fortes personnalités, de forts tempéraments. Je suis arrivée impromptue comme ça avec un mot de recommandation. J'étais plus petite que les mannequins. J'étais présentée devant lui en blouse blanche que j'avais bien resserrée à la taille. Et voilà. Et il nous demande de marcher. Mais quand on s'arrête de marcher, qu'on se pose devant lui, il me dit « Mais comment vous appelez-vous » Je lui dis « Jeanne ». Et il dit, presque en même temps, Victoire, Jeanne, vous vous appellerez Victoire. Monsieur Dior, c'était quelque chose d'extraordinaire. La maison Dior aussi, je le savais. Mais ce qui m'échappait, c'est de me sentir désignée comme. Je trouvais que c'était normal. Victoire est embauchée en 1953 pour une première collection. Elle est petite pour un mannequin, mais elle a une taille de guêpe et de la poitrine. Élégante et sensuelle, mélange d'insolence et de classicisme. Elle amène un côté canaille qui bouleverse les codes de la haute couture en matière de mannequinat. Tout ça était très sophistiqué, très maniéré dans la façon d'être. Et moi, je n'avais pas l'intention d'être comme elle. C'était très compliqué pour moi de marcher, des talons, d'être coincée dans un petit corselet. Pas question que je porte une gaine dont je n'avais absolument pas besoin. C'était pour moi une chose insensée. Et je ne l'ai pas portée d'ailleurs. Entre Christian Dior et moi, il y a eu un échange. Cet échange, c'était ses sourires quand quelqu'un d'autre disait « Mais vous devez marcher comme ça ». Lui me souriait, donc je n'écoutais pas ce qu'on me disait. Je sentais qu'il avait besoin que je montre ses robes à ma manière. Et comme ça, nous avons avancé dans la première collection, et dans la deuxième, et dans la troisième, qui était 1954, où alors ça a été vraiment décisif pour moi, et pour lui, il avait gagné. Non seulement mannequin vedette, mais aussi muse du créateur, Victoire va participer en 1954 au lancement d'une nouvelle ligne conçue sur elle, dans laquelle Christian Dior casse ses propres codes. Son désir est quand même toujours de se renouveler. Il tourne complètement la page. Et la ligne H, c'est une révolution dans un autre domaine. Une silhouette beaucoup plus entravée, qui est une silhouette plus près du corps, qu'on va appeler plutôt flat look, ou look haricot vert. C'est quelque chose de très dessiné, où les courbes sont tout à fait dessinées, tout à fait galbées, mais où la silhouette est très très fine, presque entravée au niveau des jambes de la marche. En 1955, Christian Dior dessine d'autres lignes qu'il nomme par des lettres structurant la forme des robes. La ligne A, qui remonte la taille à différents niveaux, puis la ligne Y, qui élargit les épaules. Il va avoir l'habileté de mettre un nom sur chaque collection, une ligne, qui va qualifier la collection et qui va lui permettre de communiquer dessus avec des mots-clés, comme ampleur, buste galbé, jupe virevoltante. Il écrit une petite histoire pour chaque défilé, pour chaque collection, et cette petite histoire va être reprise par la presse.
c'est absolument significatif du succès de Dior dans les années 50, c'est qu'il occupe systématiquement la première place dans tous les comptes rendus de la presse. Pour toutes les collections, on commence par Dior. Je pense aussi qu'il était attaché à la création des autres et qu'à chaque fois, il fallait se singulariser. La plus grosse concurrente, c'est Chanel. Parce que Chanel, quand elle revient en 54, elle a 71 ans. Mais c'est une dame qui déteste ce que fait Christian Dior. parce que justement, la femme de Christian Dior est une femme en représentation, alors que la conception de l'élégance féminine selon Chanel, ça doit être une femme en action. Donc ce sont deux modes de vie à l'opposé, et ce sont deux types de créations qui sont à l'opposé aussi. Dior dessine, Chanel ne dessine pas, elle triture le vêtement, elle le coupe, elle le construit. Dior dessine une femme idéale, une femme idéalisée. Chanel porte d'abord ses vêtements avant de les faire porter aux autres. Il a un fantasme de femme, un fantasme d'élégance que les ateliers arrivent à traduire par les vêtements et qui va être guidé tout au long du travail par Dior, mais qui travaille avec la badine. Il travaille avec un stick et il redessine les formes dans l'espace. Dior aussi change à chaque saison. Chanel va rester toujours la même de saison après saison, imposant son fameux petit tailleur dans chacune de ses collections. C'est une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles il était tellement épuisé à la fin de sa vie. Il le dit, si 200 modèles à chaque saison, à chaque ligne, c'est énorme. Et pour 200 modèles, ça veut dire 4 fois ou 5 fois plus d'esquisses. Tous ces modèles, il les dessine seul, retiré dans sa résidence de campagne qu'il possède à Milly-la-Forêt près de Fontainebleau. Lieu de création privilégié et de retrouvailles avec lui-même. Il préférait se retirer chez lui pour avoir une vie privée beaucoup plus paisible, ce qui lui a permis quand même d'avancer et de tenir le coup face à cette entreprise qui est devenue un monstre très très vite. Quand vous vous imaginez l'immense succès où il est exposé, la maison Dior a été la maison, mais de loin, qui a pris une distance considérable avec toutes les autres, puisque pendant les premières années de la maison Christian Dior, le chiffre d'affaires de Dior représentait à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires des autres maisons de couture, qui l'ont rattrapé ensuite. Mais le succès de Dior était considérable, donc tout personnage public est amené, si vous voulez, à se protéger. Affolé par le bruit de ma soudaine popularité, je la regrettais un peu. Mais le succès était là et nul n'y est insensible. En peu de temps, j'étais devenu un personnage voyant. Pour justement arriver à trouver une énigme, à son extraordinaire réussite, il a continué toujours de consulter une voyante. Et toute sa vie, on raconte que quand il préparait une collection, il prenait très très sérieusement les conseils de sa voyante, qui lui disait « Ah non, pas tel jour, tel autre jour, attention, pas tant de modèles, mais tant de modèles, etc. » Il avait coutume de faire coudre dans certains modèles du défilé un brin de muguet pour lui porter bonheur. Et le muguet donc, va être utilisé bien sûr en couture. Certains modèles sont imprimés avec ce motif de cette fleur. Il va effectivement l'utiliser très très régulièrement. Il est dans l'affect, d'une part, d'où cette presque double identité qui s'est créée, à la fois de couturier, d'une part, mais aussi de l'homme privé, d'autre part. Et ça, pour lui, c'était extrêmement important, sinon c'était invivable. Et donc, quand il était le couturier, il jouait véritablement ce rôle avec brio. Il était brillantissime. Le Christian Dior, l'homme en privé, regarde l'homme public, le couturier extrêmement célèbre qu'il est devenu, mondialement célèbre, et il se regarde un petit peu, voilà, avec cette distance du Normand qui regarde un double. Le carnaval, l'habitude de se déguiser, l'habitude de jouer un autre personnage, ça lui était un petit peu, si vous voulez, naturel. C'était un homme qui savait utiliser différents visages, tout en étant alors complètement sincère avec lui-même, puisque c'était sa nature même, si vous voulez. En 1957, Christian Dior est en pleine gloire. Il vient de terminer la ligne Fuseau, qui poursuit le souci d'une silhouette allongée
mais délivré de toute contrainte. Alors qu'il prend enfin du repos en Italie, il meurt d'une attaque cardiaque le 24 octobre. Il a 52 ans. Ses obsèques rassemblent le tout Paris et plus de 2500 personnes. D'aucuns diront qu'il a été rappelé par Dieu pour habiller les anges. Lorsqu'il meurt en 57, il est fauché au sommet de sa carrière. Enfin, il n'est pas descendu, en fait, il est resté. À chaque fois, il a su renouveler l'intérêt de la presse et il est toujours au pinacle. On se demande comment on va s'en sortir sans lui. Alors que Marcel Boussac voulait fermer la maison, c'est Yves Saint-Laurent, l'assistant de Christian Dior, qui en devient le directeur artistique. Il y restera 3 ans avant d'aller créer sa propre griffe. Dior est l'une des premières maisons de couture à survivre à son créateur. En 70 ans, Christian Dior lui-même, le fondateur, n'était en place que 10 ans. C'est quand même étonnant. Étonnant parce qu'on se rend compte que ce qu'il a pu définir pendant cette décennie, c'était tellement fort, tellement à l'essentiel de cette définition de la femme et de la féminité moderne, que même aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et donc, si il a pu avoir autant de successeurs, que ce soit Yves Saint-Laurent, que ce soit ensuite Marc Bohan, suivi par Gianfranco Ferré, par John Galliano, par Ralph Simmons, tous qui ont traduit, ont interprété les codes qu'il a mis en place. Et la maison est toujours d'actualité. Ça démontre bien que le vocabulaire que lui-même a écrit est intemporel. J'ai rêvé l'autre nuit que je redevenais petit garçon et retournais avec ma mère à Granville. Nous partions ensemble de l'autre côté du portail, vers mes roses, vers tous les parfums de fleurs, de femmes, de mon domaine enchanté.